Ma femme m'a dit pendant une séance de thérapie de couple que son amant la comprenait mieux que moi, et qu'elle se sentait plus vivante avec lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, alors tu aurais dû l'épouser. Je me suis levé, j'ai serré la main du thérapeute et je suis parti. 2 semaines plus tard, elle me suppliait de ne pas demander le divorce, parce qu'il l'avait larguée au moment même où j'avais quitté la maison. J'ai 35 ans, je travaille dans la cybersécurité depuis 12 ans. J'ai commencé comme simple technicien informatique avec un salaire de 45 000 $. J'ai travaillé comme un fou pour obtenir toutes les certifications possibles, et je me suis hissé jusqu'à 180 000 $ en tant que consultant senior en sécurité. Avec les missions de test d'intrusion le week-end, je gagne environ 220 000 $ par an. Bien que j'ai grandi dans une caravane, aujourd'hui je possède un patrimoine d'environ 650 000 $ à 35 ans. Je conduis une Honda Civic de 2019 et je vis modestement, mais je gère très bien mon argent, vraiment très bien. Ma femme, Mélissa, 29 ans, est gestionnaire de réseaux sociaux avec un salaire de 38 000 $, elle publie des stories Instagram pour des restaurants locaux. Une carrière très exigeante, comme vous pouvez l'imaginer. Nous sommes mariés depuis 4 ans, et j'aurais dû voir les signaux d'alarme dès le premier jour. Elle a toujours été obsédée par les apparences, des sacs de luxe que j'ai payés, des dîners coûteux, des vacances luxueuses. Elle parlait sans arrêt de ses amis mariés à des médecins ou des avocats, de leur voyage en Europe et de leur BMW. Elle lançait souvent des petites remarques du genre « Il faudrait que tu fasses évoluer ta carrière si tu veux garder une femme comme moi ». Je pensais qu'elle était simplement ambitieuse, j'étais complètement idiot. Nous n'avons aucune dette à part notre crédit immobilier. Je gérais les finances parce que Mélissa ne comprend rien aux chiffres, et elle me faisait confiance pour subvenir à ses besoins. Elle recevait 800 $ par mois pour ses dépenses personnelles, en plus de tous les autres frais que je couvrais. Apparemment, ce n'était pas suffisant. Il y a 3 mois, nous parlions d'avoir des enfants et planifions un voyage en Italie pour notre 5e anniversaire de mariage. Puis John est arrivé en ville. John est un banquier d'investissement de 42 ans venu de Chicago, il conduit un Porsche Cayenne, a acheté la plus grande maison dans le quartier le plus cher et jette l'argent par les fenêtres comme s'il prouvait la taille de son sexe avec son portefeuille. Il a engagé l'entreprise de Mélissa pour gérer les réseaux sociaux de son cabinet de conseil. Les changements ont été immédiats. Mélissa a commencé à travailler tard, à s'habiller constamment comme si elle partait pour Milan au lieu de gérer les pages Facebook de pizzeria. Nouveau maquillage, nouvelle coiffure, vêtements de sport coûteux. Quand je lui ai demandé des explications, elle m'a dit que John était un client exigeant qui attendait professionnalisme et sophistication. Elle s'est mise à participer à des événements de réseautage et à des dîners clients plusieurs fois par semaine, rentrant à la maison à 23 h, rayonnante et pleine d'énergie, parlant de combien c'était inspirant de travailler avec quelqu'un qui comprenait le monde des affaires à haut niveau. Elle me faisait l'amour comme pour évacuer une culpabilité, alors je me suis dit que le stress du travail profitait à notre vie sexuelle. Son téléphone était devenu une extension de sa main, salle de bain, douche, boîte aux lettres, elle recevait des messages à minuit et se jetait littéralement dessus pour les lire. Quand j'ai évoqué le sujet, elle m'a répondu que John attendait des réponses immédiates et une disponibilité 24 heures sur 24. Le sexe a changé aussi, plus agressif, plus aventureux, mais comme si elle répétait ou comparait. Elle essayait de nouvelles choses puis demandait « Tu as aimé quand j'ai fait ça ?» comme si elle prenait des notes pour quelqu'un d'autre. Mais le plus grand signal d'alarme, c'était l'argent. Mélissa voulait soudainement connaître les détails de mes investissements et de mes économies, des choses dont elle ne s'était jamais souciée. Elle a commencé à faire des commentaires sur les gens de notre âge qui avaient une vraie richesse, en montrant des voitures de luxe, en disant « Voilà ce qu'un homme conduit quand il a vraiment réussi. Je gagne 220 000 $ par an et nous n'avons aucune dette, avec un patrimoine de 650 000 $. Nous faisons partie des 5% les plus riches de notre tranche d'âge. » Mais apparemment, cela ne suffisait pas pour la princesse Mélissa. Le point de rupture est arrivé un samedi matin en mars. Je préparais du café, quand son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle était sous la douche et l'avait oublié, pour une fois. Aperçu du message de John C. « Je ne peux pas arrêter de penser à la nuit dernière, à la façon dont tu étais dans cette chambre d'hôtel. » Je suis resté figé devant cet écran pendant 1 minute entière, le temps que mon cerveau comprenne ce que je lisais. La nuit dernière, elle était censée être à un dîner de cohésion d'équipe jusqu'à 23 h. Elle était rentrée normalement, m'avait même montré des photos de plats sur Instagram. Je ne l'ai pas confrontée immédiatement, j'avais besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire. J'ai passé les 2 semaines suivantes à faire ce que je sais faire de mieux, collecter des renseignements. En cybersécurité,
on ne réagit pas émotionnellement face aux menaces, on collecte des données, on analyse les schémas, on identifie les failles, puis on exécute une réponse qui neutralise définitivement la menace. Mélissa n'avait aucune idée qu'elle était mariée à quelqu'un dont le métier est de traquer les empreintes numériques. Première étape, j'ai vérifié notre compte de téléphone portable. Nous avons un forfait familial et je paie les factures, donc j'ai accès aux journaux d'utilisation détaillés. Les données étaient accablantes, des centaines de messages et d'appels au numéro de John, datant exactement d'il y a 6 semaines, des conversations nocturnes qui duraient des heures, des messages envoyés pendant les périodes où elle disait être en réunion ou travailler sur des campagnes. J'ai consulté nos relevés de cartes de crédit, des frais dans des hôtels de luxe pendant ces soi-disant dîners d'équipe, des achats chez Victoria's Secret, de la lingerie chère que je n'avais jamais vue, des paiements dans des restaurants haut de gamme à l'autre bout de la ville pendant ses déjeuners de travail. Elle utilisait littéralement notre carte de crédit commune pour financer sa liaison, me faisant payer sa trahison. Mais il me fallait encore plus. J'ai installé une application de surveillance discrète sur notre réseau Wi-Fi domestique, parfaitement légal puisque je suis propriétaire du réseau. J'ai capturé son historique de navigation, les métadonnées de ses emails, tout. Elle utilisait son Gmail personnel pour communiquer avec John, apparemment trop stupide pour comprendre que supprimer définitivement ne veut pas dire supprimer pour de bon. Grâce à des outils professionnels auxquels j'ai accès, j'ai récupéré des mois de mes supprimés. Leur contenu m'a rendu littéralement malade, mais confirmait aussi tout ce que j'avais besoin de savoir. Des photos explicites qu'elle lui avait envoyées, des descriptions détaillées de leurs ébats dans des chambres d'hôtel que je payais, des messages où elle disait n'avoir jamais ressenti quelque chose de pareil, et que j'étais confortable mais ennuyeux comparé à la passion et la sophistication de John. Mais voici ce qui m'a vraiment mis en colère, il parlait constamment d'argent. John lui racontait ses revenus, apparemment plus de 400 000 $, son portefeuille d'investissement, ses projets d'acheter des résidences secondaires. Mélissa partageait des détails sur nos finances, mes économies, nos actifs. Elle me comparait littéralement à lui, évaluant notre valeur nette respective, comme si elle choisissait entre 2 putains de voitures. Dans un email, elle écrivait « David est gentil et stable, mais il pense que conduire une Honda et investir dans des fonds indiciels fait de lui un homme à succès, toi, tu comprends ce qu'est la vraie richesse. J'en ai marre de faire semblant d'être satisfaite d'une vie de classe moyenne, alors que je pourrais avoir tellement plus. Une vie de classe moyenne, je fais pourtant partie des 5% les plus riches, avec plus d'actifs que 90% des gens de notre âge. Mais apparemment, cela fait de moi un raté comparé à John et sa Porsche. Le plan qu'il préparait était encore pire. John allait offrir à Mélissa un poste de responsable marketing senior dans son entreprise, pour 85 000 $, soit plus du double de son salaire actuel. Elle quitterait son emploi actuel, travaillerait directement pour lui et ils seraient ensemble en permanence. Finalement, elle divorcerait, prendrait la moitié de mes actifs et emménagerait avec John. Tout était prévu. Elle obtiendrait mon argent grâce au divorce, en plus de passer à un homme plus riche. Un plan parfait sauf pour un détail, ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Tu vois, je n'ai pas construit ma richesse en étant stupide ou naïf, et encore moins pour en remettre la moitié à une salope infidèle qui pense mériter le luxe juste pour exister. J'ai passé la semaine suivante à faire des recherches sur John Chen, banquier d'investissement chez Goldman Sachs, récemment muté pour développer leur présence régionale, récemment divorcé, premier signal d'alarme. Il paie une pension alimentaire énorme à son ex-femme à Chicago, deuxième signal d'alarme. La Porsche, en leasing. La grande maison, énorme prêt hypothécaire avec un taux de 7%, car son crédit a été ruiné par le divorce. John était endetté jusqu'au cou, il jetait de l'argent qu'il n'avait pas réellement, pour impressionner les gens, comportement classique de nouveau riche, d'un homme qui essaie de reconstruire son image après que son ex-femme l'a mis sur la paille. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant concernant sa situation professionnelle. Goldman Sachs a des politiques très strictes concernant la conduite des employés et les relations avec les clients, les relations amoureuses sur le lieu de travail, surtout avec des femmes mariées, sont un suicide professionnel. Tout ce qu'il me fallait, c'était de la documentation, alors je leur ai donné exactement ce qu'ils voulaient, assez de cordes pour qu'ils se pendent eux-mêmes. J'ai commencé à tout documenter, des photos de Mélissa sortant d'hôtel, des conversations téléphoniques enregistrées où elle mentait sur ses déplacements, légales dans notre état avec le consentement d'une seule partie, des captures d'écran de tous leurs emails et messages, des relevés financiers montrant qu'elle utilisait nos comptes conjoints pour financer sa liaison. J'ai aussi engagé un détective privé pour documenter leurs rencontres, des photos professionnelles d'eux ensemble, des preuves de leur relation qui tiendraient devant un tribunal. Cela m'a coûté 3 500 $, mais chaque centime en valait la peine. Pendant ce temps,
je jouais le rôle du mari idiot, soutenais son nouveau client exigeant, encourageais sa progression de carrière, je lui ai même suggéré de demander une augmentation puisqu'elle travaillait si tard. Mélissa a tout gobé, elle croyait probablement être si maligne, manipulant son mari stupide, alors qu'en réalité, je transférais de l'argent de nos comptes conjoints vers mes comptes individuels, légaux puisque ce sont des comptes communs, je déplaçais mes investissements, je sécurisais mes actifs, je me préparais pour la guerre. J'ai aussi contacté le meilleur avocat en divorce de l'État, j'ai payé une consultation, j'ai expliqué la situation et fourni toutes mes preuves. Elle en salivait presque. Adultère avec preuves documentées, amant en position d'autorité professionnelle, épouse utilisant des fonds du mariage pour entretenir sa liaison. Ce n'est pas juste un divorce, m'a-t-elle dit, c'est un massacre financier. J'ai décidé d'accélérer leur calendrier. Un soir pendant le dîner, j'ai mentionné en passant que mon entreprise m'envoyait à une conférence sur la cybersécurité à Las Vegas pendant 5 jours. Complètement inventé, mais les yeux de Mélissa se sont illuminés comme un matin de Noël. Oh, c'est une super coïncidence, a-t-elle dit en essayant d'avoir l'air détendu. John a mentionné qu'il pourrait avoir besoin que je me rende à Chicago cette semaine-là pour des réunions avec des clients, ce serait une bonne expérience pour moi. Chicago, là où vivait l'ex-femme de John et où il avait encore des connexions professionnelles, couverture parfaite pour une escapade romantique payée par mes soins. J'ai joué le rôle du mari compréhensif, je lui ai dit à quel point c'était une belle opportunité, combien j'étais fier de ses progrès professionnels, je lui ai même proposé de l'aider à acheter des vêtements professionnels pour le voyage. Elle rayonnait littéralement d'excitation. Ce que Mélissa ne savait pas, c'est que j'avais déjà planifié mon propre voyage à Chicago, logé dans un hôtel à 2 rue du Four Seasons, là où je savais qu'il séjournerait. Merci au relevé de carte de crédit et à la surveillance des emails. La semaine précédant le voyage, Mélissa se comportait comme une adolescente excitée, nouvelle lingerie, vêtements chers, coiffure et manucure. Elle a réservé une journée au spa et est rentrée chez nous en parlant du fait qu'elle devait avoir l'air professionnelle pour une réunion client si importante. Professionnelle, n'est-ce pas? Elle est partie un mercredi matin, m'a embrassé pour me dire au revoir, m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle allait me manquer. J'ai presque eu de la peine pour ce qui allait arriver, presque. Je les ai suivis à Chicago et j'ai tout observé se dérouler. John leur avait réservé une suite au Four Seasons, 12 cents la nuit. Ils sont allés dans des restaurants chers, ont fait du shopping sur Michigan Avenue, se comportaient comme un couple en lune de miel. Mélissa publiait des photos soigneusement recadrées sur Instagram, parlant de son incroyable voyage d'affaires et de tout ce qu'elle apprenait sur le marketing de haut niveau. J'ai tout documenté. Le détective privé que j'avais engagé à Chicago a pris des photos d'eux ensemble, entrant et sortant de l'hôtel, des moments intimes dans des restaurants, une documentation professionnelle qui détruirait leur vie. Mais je voulais plus que des preuves, je voulais qu'ils révèlent leur véritable plan. Le jeudi soir, j'ai utilisé quelques techniques de manipulation sociale pour me faire inviter au bar de l'hôtel où ils prenaient un verre, je me suis assis assez près pour entendre leur conversation, avec un équipement d'enregistrement professionnel caché dans ma veste. Ce que j'ai entendu était parfait. John parlait à Mélissa de sa stratégie de départ, comment elle allait démissionner de son emploi actuel, venir travailler pour lui et qu'ils seraient ensemble en permanence. Il parlait des voyages qu'il ferait, disait qu'elle méritait de vivre comme une vraie femme aisée, qu'il pouvait lui offrir le style de vie qu'une femme comme elle devait avoir. Mélissa en redemandait, disant qu'elle avait gâché son potentiel avec moi, qu'elle méritait quelqu'un qui corresponde à sa sophistication et à son ambition. Elle a réellement dit qu'elle s'était contentée de la médiocrité, mais qu'elle était prête à améliorer toute sa vie. Ils ont discuté du calendrier du divorce. Mélissa allait déposer la demande après avoir travaillé pour John depuis quelques mois, invoquer des différences irréconciliables, prendre la moitié de mes biens et emménager avec lui. John l'a rassurée, son avocat s'assurerait qu'elle obtienne tout ce qu'elle méritait de notre mariage. David ne verra jamais ça venir, a-t-elle dit en riant, il me fait totalement confiance, il acceptera probablement un divorce à l'amiable parce qu'il est trop gentil pour se battre. John a levé son verre à une amélioration de niveau, a-t-il dit, enfin obtenir ce que je mérite. Mélissa a répondu. J'avais tout ce dont j'avais besoin, il était temps de détruire leur vie. Le vendredi matin, j'ai mis en œuvre la phase 1 pendant qu'ils étaient encore à Chicago, probablement en train de baiser dans une suite d'hôtels que je finançais indirectement. J'ai appelé le service de conformité de Goldman Sachs et demandé un rendez-vous immédiat avec le superviseur de John. J'ai expliqué que j'avais des documents montrant qu'un employé entretenait une relation inappropriée avec une cliente mariée, utilisant les ressources et le temps de l'entreprise à des fins personnelles. J'ai fourni des photos, des preuves par email,
des relevés financiers montrant que John mélangeait affaires et relations personnelles. Goldman Sachs ne tolère absolument pas ce genre de merde, leur réputation est tout pour eux. Ils ont suspendu John immédiatement en attendant l'enquête. Phase 2, j'ai appelé l'employeur actuel de Melissa et eu une conversation similaire. Je leur ai montré des preuves que leur employé utilisait sa relation client pour entretenir une liaison, les exposant potentiellement à des risques juridiques. Ils l'ont viré avant le déjeuner. Phase 3, j'ai demandé le divorce et j'ai fait remettre les papiers à Melissa à l'hôtel Four Seasons alors qu'elle était encore avec John. L'huissier avait pour consigne de le faire aussi publiquement que possible. Selon le détective privé, Melissa a complètement pété les plombs dans le hall de l'hôtel. John a essayé de la calmer, mais il gérait sa propre crise, Goldman Sachs l'avait déjà contacté au sujet de sa suspension. Leur escapade romantique est devenue un putain de cauchemar en 6 heures. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu que les feux d'artifice commencent. Melissa est rentrée le dimanche soir, complètement différente. La femme confiante et rayonnante qui était partie pour son voyage d'affaires avait laissé place à quelqu'un qui semblait avoir été percuté par un camion. Elle est entrée dans notre maison avec sa valise et s'est simplement tenue là, dans le salon, me regardant comme si elle avait vu un fantôme. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit doucement. « Non, il ne faut pas », ai-je répondu sans lever les yeux de mon ordinateur. « Mon avocate se chargera de toute communication nécessaire. » Elle s'est mise à pleurer immédiatement, pas les jolies larmes manipulatrices qu'elle utilisait depuis des années pour obtenir ce qu'elle voulait, non, des sanglots laids et désespérés, comme quelqu'un qui vient de réaliser que toute sa vie est sur le point de s'effondrer. « David, s'il te plaît, je peux tout expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai enfin levé les yeux vers elle. C'est exactement ce que je crois. Melissa, tu baisses John depuis 2 mois, tu utilises notre argent pour payer les hôtels, tu planifies de divorcer pour prendre la moitié de mes biens, et tout ça pour pouvoir passer à un homme plus riche. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Son visage est devenu livide. Comment tu sais tout ça? Je suis expert en cybersécurité Melissa, je sais tout. Chaque email, chaque message, chaque photo que tu lui as envoyée, chaque chambre d'hôtel où tu l'as baisé. Je sais pour tes plans de prendre mon argent et d'emménager avec lui. Je sais que tu me trouves ennuyeux et médiocre comparé à sa prétendue sophistication et sa richesse. Elle s'est effondrée sur le canapé en tremblant. David, j'ai fait une terrible erreur, je t'aime, je veux arranger les choses. John, ce n'est pas celui que je croyais. John s'est fait virer vendredi matin pour avoir violé la politique de l'entreprise en couchant avec une cliente mariée. Sa carrière est terminée Melissa. Goldman Sachs l'a mis sur liste noire dans le secteur. Et toi, tu as été viré pour la même raison. Félicitations, vous avez tous les deux détruit vos carrières pour quelques mois de sexe dans des hôtels. L'expression sur son visage était inestimable, une panique pure mêlée à de la confusion. Mais il disait qu'il gagnait 400 000 $ par an. Il disait qu'il pouvait s'occuper de moi. John était endetté jusqu'au cou, il payait une pension alimentaire énorme à son ex-femme et vivait à peine. La Porsche était en leasing, la maison a une hypothèque gigantesque. Son crédit est ruiné à cause de son précédent divorce. Il jetait de l'argent qu'il n'avait pas pour impressionner des femmes comme toi. Melissa me regardait fixement, son cerveau essayant de comprendre que son amélioration de niveau était en réalité une dégringolade totale. « Je n'allais jamais te quitter, dit-elle désespérément, je t'aime, je veux sauver notre mariage. » Des conneries. J'ai des enregistrements de toi à Chicago, en train de parler de prendre mes biens et d'emménager avec lui. Tu m'as traité de médiocre, tu as dit que tu te contentais d'une vie de classe moyenne, tu as littéralement porté un toast à passer à mieux que moi. Elle avait l'air sur le point de vomir. Mon téléphone a sonné, numéro de John. Réponds, ai-je dit à Melissa, en haut-parleur. Ses mains tremblaient quand elle a décroché. La voix de John était paniquée. Melissa, Dieu merci, tout ça est un malentendu, on peut arranger les choses. Je vais appeler David et lui expliquer que c'était juste une relation professionnelle qui a dérapé, on peut? John, ai-je interrompu, c'est David. Comment ça se passe le chômage? Silence. Je sais que tu es là John, probablement en train d'essayer de trouver comment retourner la situation. Laisse-moi t'épargner l'effort. J'ai des preuves de tout. Chaque email, chaque photo, chaque reçu d'hôtel, chaque conversation où vous parliez de voler mes biens et de ruiner ma vie. David, écoute, dit John, sa voix devenant désespérée, tout ça nous a échappé. Melissa et moi. Vous couchiez ensemble. Tu baisais ma femme, en utilisant mon argent,
tout en planifiant de détruire mon mariage et de me voler mes biens. Je sais exactement ce que tu faisais, parce que j'ai enregistré toute votre conversation jeudi soir au bar du Four Seasons. Nouveau long silence. Que veux-tu? A fini par demander John. Je veux que vous compreniez tous les deux que vos vies sont complètement foutues. Melissa, tu n'auras rien dans le divorce. L'adultère avec preuve signifie pas de pension, pas de partage des biens, rien. Tu auras de la chance si je ne te poursuis pas en justice pour avoir utilisé des fonds du mariage pour entretenir ta liaison. Et John, Goldman Sachs ne fait pas que te virer, il lance une enquête complète sur ta conduite. Chaque relation client que tu as eue sera passée en revue. Ta réputation professionnelle est détruite. Bonne chance pour retrouver un emploi dans la finance. Melissa pleurait encore plus fort maintenant. David, je t'en supplie, je ferai n'importe quoi, je vais arranger ça. Il n'y a rien à arranger Melissa. Tu m'as montré exactement qui tu es et ce que tu penses de moi. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour toi. Mais, où vais-je aller? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Ce n'est plus mon problème. John a pris la parole. David, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Peut-être qu'on peut s'arranger? Il n'y a aucun arrangement John. Tu as baisé ma femme et essayé de me voler. Maintenant vous allez vivre avec les conséquences. J'ai raccroché et regardé Melissa, qui était en train d'hyperventiler sur mon canapé. Fais tes valises et sors de chez moi, ai-je dit calmement. Tu as jusqu'à demain matin. Le lendemain matin, Melissa était toujours dans la maison, assise à la table de la cuisine, les yeux rouges et le maquillage taché de larmes, on aurait dit qu'elle n'avait pas dormi de la nuit. Je ne partirai pas, dit-elle quand elle m'a vu. C'est ma maison aussi, tu ne peux pas juste me jeter dehors. Je me suis versé un café et me suis assis en face d'elle. En réalité, si. J'ai acheté cette maison avant qu'on soit mariés, elle est à moi, et elle restera à moi après le divorce. Regarde l'acte de propriété, ton nom n'y figure pas. Son visage est devenu livide. Mais je vis ici, j'ai des droits, j'ai. Tu as le droit de trouver un autre endroit où vivre. Je suis déjà généreux en te laissant jusqu'à ce soir. Demain, je change les serrures. Elle s'est remise à pleurer. David, s'il te plaît, où veux-tu que j'aille? Je n'ai pas d'argent pour une caution, je n'ai pas de travail, mes cartes de crédit sont à leur plafond. Tu aurais dû y penser avant de décider de baiser John dans des chambres d'hôtel que je payais. Mon téléphone a sonné, encore John. Mets-le en haut-parleur, ai-je dit à Melissa. David, dit immédiatement John, il faut qu'on parle. Toute cette situation, on peut régler ça comme des adultes. Qu'est-ce qu'il y a à régler John? Tu es au chômage, ta carrière est détruite et tu vas bientôt faire face à une procédure judiciaire de la part de mon avocate en divorce. On dirait bien que tes problèmes se règlent tout seuls. Écoute, je sais que tu es en colère, mais détruire nos carrières ne va pas réparer ton mariage. Melissa t'aime, elle a fait une erreur, mais il n'est pas trop tard pour sauver ce que vous avez ensemble. J'ai éclaté de rire. Sérieusement John, tu n'essaies pas de sauver mon mariage, tu essaies de sauver ta peau. Laisse-moi deviner, tu ne peux pas maintenir ton style de vie sans le revenu de Goldman Sachs, ton ex-femme exige une pension plus élevée, et maintenant Melissa est un fardeau plutôt qu'un atout. Silence. J'ai visé juste, n'est-ce pas John? Melissa a interrompu. Je sais que je t'ai blessé, mais on peut réparer ça, je ferai tout ce que tu veux, j'arrêterai les réseaux sociaux, j'irai en thérapie, je signerai un contrat post-nuptial, ce que tu veux. Ce que je veux, c'est que tu comprennes à quel point ta vie est sur le point d'être complètement foutue. Tu n'as pas de travail, pas d'argent, pas de logement, et aucun avenir avec John, car il n'est même pas capable de s'occuper de lui-même. John a repris la parole. David, et si on pouvait te rendre la situation profitable? J'ai encore quelques actifs. Quels actifs John? Ta Porsche en leasing, ta maison hypothéquée, tes options d'action Goldman Sachs qui ne valent plus rien depuis que tu as été viré pour faute grave? J'ai quelques économies. Non, tu n'en as pas. J'ai fait une vérification de tes antécédents John. Tu as 180 000 $ de dettes, entre ton prêt immobilier, tes paiements de voiture et tes cartes de crédit. Ton ex-femme prend 40% de ton revenu brut en pension alimentaire. Tu vivais au jour le jour avec un revenu de 400 000 $ par an, et maintenant tu es au chômage, dans un secteur qui ne t'embauchera plus jamais. Le silence au téléphone était assourdissant. Melissa, ai-je poursuivi, ton petit ami ne peut pas te sauver,
car il est plus fauché que toi, et puisque tu as brûlé ton pont avec ton boulot pour être avec lui, vous êtes tous les deux foutus. David, je t'en supplie, sanglotait Mélissa. Je signerai tous les papiers que tu veux, je ne veux rien de toi, je t'en supplie, ne me mets pas dehors sans nulle part où aller. Tu veux dire, ne pas te mettre dehors, comme tu prévoyais de me le faire une fois que tu aurais volé la moitié de mon argent et emménagé avec John? Je n'ai jamais, ce n'était pas. On faisait que parler. J'ai des enregistrements, Mélissa. Tu as littéralement porté un toast à passer à mieux que moi, tu m'as traité de médiocre et d'ennuyeux, tu as dit que tu méritais mieux qu'une vie de classe moyenne. Ce ne sont pas des mots que tu peux effacer. John a tenté une dernière fois. David, je sais que tu es un homme à succès, tu as clairement tout planifié parfaitement. Tu es intelligent et stratégique. On pourrait travailler pour toi. Mélissa pourrait nettoyer ta maison. Je pourrais faire du consulting, ce que tu veux, on a juste besoin d'un peu de stabilité le temps de trouver notre prochaine étape. C'était à mon tour de rester silencieux, le temps de digérer ce qu'il venait de dire. Ces deux personnes qui se pensaient trop bien pour moi, qui avaient planifié de me voler et de ruiner ma vie, étaient maintenant en train de me proposer d'être mes domestiques. Si je comprends bien, ai-je dit lentement, vous voulez travailler pour moi? Le type ennuyeux, médiocre, qui vit une vie de classe moyenne? David, dit Mélissa désespérément, je me suis trompé sur toute la ligne. Tu es brillante et intelligent, et j'ai été stupide de croire que John pouvait mieux s'occuper de moi que toi. Je le vois maintenant. Tu le vois maintenant parce que John est fauché et au chômage. S'il avait réellement eu de l'argent, tu serais encore en train de planifier de me quitter pour lui. Non, ce n'est pas. C'est exactement ça, Mélissa. Tu n'es pas désolé de m'avoir trahi, tu es désolé d'avoir choisi le mauvais gars pour me trahir. Mon téléphone a commencé à vibrer, des messages de John et Mélissa, envoyant des photos d'eux à genoux, dans ce qui semblait être la maison de John, en train de me supplier littéralement. Vous êtes sérieux? Vous m'envoyez des photos de vous en train de supplier? David, dit John, on fera tout. Je te rembourserai tout ce que Mélissa a dépensé pour les hôtels. Je travaillerai gratuitement jusqu'à ce que j'ai réparé les dégâts. On a juste besoin d'aide. Comment comptes-tu me rembourser quoi que ce soit alors que tu es au chômage et endetté? Je vais vendre ma maison, ma voiture, tout ce qu'il faut. Ta maison vaut moins que ce que tu dois, et ton leasing de voiture est intransférable. Tu n'as littéralement rien de valeur, John. Mélissa recommençait à hyperventiler. David, je t'en supplie, je n'ai nulle part où aller. Mes parents ne me parlent plus. Mes amis me considèrent tous comme une horrible personne. Je ne peux pas me permettre un appartement. S'il te plaît, laisse-moi rester ici et travailler pour rembourser ce que je te dois. J'ai regardé Mélissa, assise en face de moi, son mascara coulant sur son visage, en train de me supplier de nettoyer ma maison comme une servante. Il y a 6 mois, elle se plaignait que ma Honda Civic n'était pas assez luxueuse pour ses standards. Maintenant, elle me proposait de récurer les toilettes pour garder un toit au-dessus de sa tête. Lève-toi, lui ai-je dit. Elle s'est levée immédiatement, une lueur d'espoir dans les yeux. Tourne-toi, lui ai-je dit. Elle s'est retournée lentement, confuse. Regarde bien cette maison, Mélissa, la maison que tu disais ne pas être assez impressionnante, les meubles que tu jugeais trop, classe moyenne, la vie que tu disais être un compromis. Elle tremblait. C'est la dernière fois que tu verras tout cela. Prends tes affaires et dégage, tu as 2 heures. David, non, je t'en supplie, je signerai un contrat, je serai ta femme de ménage, ton assistante, ce que tu veux. Je travaillerai gratuitement, juste pour avoir un toit. Je ne veux pas d'une salope infidèle pour nettoyer ma maison, Mélissa, je veux que tu partes. Mon téléphone était toujours en haut-parleur, avec John qui écoutait. John, ai-je dit, ça fait quoi de savoir que ta petite amie supplie un autre homme de l'aider parce que tu es trop fauché et inutile pour t'occuper d'elle? David, s'il te plaît, je sais que j'ai merdé, on l'a fait tous les deux, mais nous détruire ne te fera pas te sentir mieux. En fait, si, ça me fait me sentir mieux. Vous pensiez être plus malin que moi, meilleur que moi, plus sophistiqué que moi. Vous aviez planifié de me voler et de ruiner ma vie pour votre propre divertissement. Maintenant, vous allez vivre avec les conséquences. Je ferai n'importe quoi, dit John, je nettoierai ta maison, j'entretiendrai tes voitures, je m'occuperai de ton support informatique, ce que tu veux, aide-nous juste à trouver quoi faire. Ce que vous ferez, c'est apprendre à vivre avec les choix que vous avez faits. Mélissa, tu voulais passer à mieux qu'une vie de classe moyenne? Félicitations,
tu vas bientôt connaître la pauvreté. John, tu voulais impressionner les femmes avec une richesse que tu n'avais pas? Bonne chance pour expliquer à ta prochaine copine pourquoi tu es au chômage et que tu vis dans un studio. J'ai raccroché et j'ai regardé Melissa, qui s'était effondrée de nouveau sur la chaise. 2 heures, ai-je répété. Après cela, tout ce que tu laisseras derrière ira à la poubelle. Elle a passé l'heure suivante à faire frénétiquement ses valises, tout en passant des appels pour essayer de trouver quelqu'un qui l'accueillerait. J'entendais ces conversations depuis la pièce d'à accent grave côté. Ses parents lui ont raccroché au nez. Sa sœur lui a dit qu'elle avait fait son lit et qu'elle devait s'y coucher. Ses amis avaient tous soudainement une excuse pour ne pas l'héberger. Apparemment, tout le monde avait appris ce qu'elle avait fait. John ne répondait plus au téléphone. À une demi-heure de l'échéance, elle est venue me trouver dans mon bureau. David, j'ai appelé toutes les personnes que je connais. Personne ne veut m'aider. J'ai $400 sur mon compte et nulle part où aller. S'il te plaît, je t'en supplie, je dormirai dans le garage, je ne te dérangerai pas, j'ai juste besoin d'un endroit où rester jusqu'à ce que je trouve une solution. Tu aurais dû y penser avant de décider que je n'étais pas assez bien pour toi. J'avais tort, j'avais tellement tort sur tout. Tu es stable, tu réussis, et j'ai été stupide de vouloir plus que ce que nous avions. Tu n'avais pas tort Melissa, tu étais honnête. Tu as dit à John exactement ce que tu pensais de moi. Ennuyeux, médiocre, classe moyenne. Tu prévoyais de prendre mon argent et de me quitter pour quelqu'un que tu pensais meilleur. La seule chose qui a changé, c'est que John s'est révélé être une fraude. Mais je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je peux t'offrir. Il y a 6 mois, tu avais honte de ma voiture et de ma maison. Aujourd'hui, tu veux nettoyer cette même maison juste pour avoir un endroit où dormir. Ce n'est pas de l'amour, c'est du désespoir. Elle est restée là à pleurer encore quelques minutes, puis est retournée faire ses valises. Exactement 2 heures plus tard, j'ai changé toutes les serrures et les codes de sécurité. Melissa était assise dans sa voiture dans mon allée, avec toutes ses affaires, sans endroit où aller, appelant des gens qui ne répondaient pas. 3 jours plus tard, j'ai appris par des amis communs qu'elle logeait dans un motel bon marché, qu'elle postulait pour des emplois dans la restauration rapide et les magasins de détail. John ne répondait plus du tout à ses appels. Une semaine plus tard, mon avocate m'a dit que l'ex-femme de John avait déposé une requête pour augmenter sa pension alimentaire, après avoir découvert qu'il avait caché des actifs et des revenus. Sa situation financière est passée de mauvaise à catastrophique. 2 semaines plus tard, Melissa s'est présentée à l'immeuble où je travaille. La sécurité m'a appelé parce qu'elle refusait de quitter le hall. Monsieur, il y a une femme ici qui prétend être votre épouse. Elle dit qu'elle doit vous parler de toute urgence. Dites-lui que je ne suis pas disponible, et qu'elle doit quitter les lieux. Elle pleure beaucoup monsieur, dit que c'est une urgence. Je suis descendu au hall et j'ai trouvé Melissa assise sur un banc, semblant ne pas avoir mangé ni dormi depuis des jours. Elle avait maigri, ses cheveux étaient sales, ses vêtements semblaient avoir été portés toute la semaine. David, Dieu merci, j'essaie de te joindre depuis des jours. J'ai bloqué ton numéro Melissa. Je n'ai rien à te dire. S'il te plaît, juste 5 minutes. Je suis désespéré. J'ai été expulsé du motel. Je vis dans ma voiture. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Je ferai tout ce que tu veux, aide-moi je t'en supplie. Le hall était rempli de mes collègues, assistant à la scène. Tu devrais demander de l'aide à John, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Tu sais, ton âme sœur, celui qui te comprenait mieux que moi. John ne répond plus à mes appels. Son téléphone est déconnecté. Je pense qu'il est retourné à Chicago. Alors ta promotion t'a abandonné. Choqué, David, je sais que je ne mérite aucune aide, mais je t'en supplie, je signerai n'importe quel contrat, je te donnerai tout ce que je possède, je travaillerai gratuitement pour le reste de ma vie, mais s'il te plaît, ne me laisse pas finir à la rue. J'ai regardé cette femme qui, il y a 6 mois, se plaignait que mon mode de vie n'était pas assez bien pour elle, qui prévoyait de me voler et de partir avec un homme plus riche, qui m'avait traité d'ennuyeux et de médiocre auprès de son amant. Je suis resté là, dans le hall, à regarder Melissa, sale, désespérée, sans domicile, supplier de l'aide l'homme qu'elle avait tenté de détruire, et je n'ai rien ressenti. Sécurité, ai-je appelé en direction du garde, veuillez escorter cette femme hors du bâtiment, si elle revient, appelez la police. David, non. Melissa s'est jetée vers moi, mais le garde de sécurité s'est interposé. Je t'en supplie, je meurs de faim, je n'ai pas mangé depuis 3 jours,
je vis dans ma voiture sur un parking de Walmart, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi à trouver un travail ou prête-moi de l'argent pour manger. Tu aurais dû demander de l'argent à John avant de le baiser dans des hôtels que je payais. John est parti, il est retourné à Chicago sans me prévenir, il a bloqué mon numéro, je ne peux pas le retrouver. Donc, l'homme qui devait t'offrir un style de vie sophistiqué t'a abandonné au moment même où sa propre vie s'est effondrée. Je suis choqué. Tout le monde dans le hall nous regardait maintenant, mes collègues, des clients, des inconnus, tous en train d'observer mon ex-femme me supplier pendant que la sécurité s'apprêtait à l'expulser. David, sanglotait-elle, je sais que je t'ai blessé, mais s'il te plaît, ne me laisse pas devenir sans abri, je ferai n'importe quoi, je signerai un papier disant que je ne te contacterai plus jamais, mais donne-moi juste assez d'argent pour survivre le temps que je trouve du travail. Melissa, tu te souviens de ce que tu as dit à John à Chicago, quand tu as porté un toast à passer à mieux que moi. Elle me regardait, confuse et en larmes. Tu as dit que j'étais médiocre, que tu méritais mieux qu'une vie de classe moyenne, que tu en avais assez de te contenter de ce que je pouvais offrir. Je me suis trompé. Non, tu étais honnête, et j'ai apprécié cette honnêteté, parce qu'elle m'a montré exactement qui tu es. Tu n'es pas désolé de m'avoir trahi Melissa, tu es désolé que ton plan n'ait pas marché. Ce n'est pas vrai. Si John avait réellement eu de l'argent, si Goldman Sachs ne l'avait pas viré, si son ex-femme ne l'avait pas saigné à blanc avec la pension alimentaire, tu vivrais avec lui en ce moment au lieu de me supplier. Elle ne pouvait pas le nier, car on savait tous les deux que c'était vrai. Monsieur, dit le garde, dois-je appeler la police? Donnez-moi encore une minute. J'ai regardé Melissa droit dans les yeux. Tu veux savoir à quoi ressemble le vrai succès? Ce n'est pas conduire une Porsche qu'on ne peut pas se permettre, ni jeter de l'argent pour impressionner les gens, c'est construire une richesse discrètement, prendre des décisions intelligentes, et avoir assez de pouvoir pour détruire ceux qui essaient de te nuire. David, John pensait être un homme à succès parce qu'il gagnait 400 000 $ par an et conduisait une voiture de luxe, mais il était endetté jusqu'au cou, payait une pension alimentaire énorme et vivait à peine. Ce n'est pas de la richesse, c'est de la stupidité financière déguisée en succès. Melissa tremblait maintenant. Je gagne 220 000 $ par an, je conduis une Honda, je vis modestement, et j'ai une valeur nette supérieure à tout ce que John aura jamais, parce que je comprends l'argent et lui non. Tu pensais passer à mieux, mais en réalité tu es descendu plus bas, vers un imposteur qui ne pouvait même pas payer son propre style de vie. S'il te plaît. Mais voici la vraie différence entre John et moi, Melissa. Quand sa vie s'est effondrée, il s'est enfui et t'a abandonné. Quand ta vie s'effondre, je suis encore là, je choisis juste de ne pas t'aider. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Oh, et Melissa, cette candidature que tu as remplie la semaine dernière chez McDonald's? Je connais le propriétaire de la franchise, j'ai joué au golf avec lui le mois dernier. Je lui ai parlé de ton éthique de travail et de ta fiabilité. Tu n'auras pas ce poste. Ni celui chez Target. Ni aucun autre des endroits où tu as postulé. Son visage est devenu livide. Tu as saboté mes candidatures? Je leur ai dit la vérité sur qui tu es. La plupart des employeurs ne veulent pas embaucher des femmes qui volent de l'argent à leur mari pour financer des liaisons avec leur patron. Mauvais pour la culture d'entreprise. C'est illégal, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas illégal de partager des faits sur le caractère d'une personne lorsqu'on me demande une référence. Et dans une ville de cette taille, la réputation des gens se répand vite. Elle s'est effondrée sur le banc en sanglotant de manière incontrôlable. Sécurité, veuillez l'évacuer du bâtiment. Alors que le garde l'escortait dehors, elle s'est retournée une dernière fois. David, je t'aimais. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aimais vraiment. Non Melissa, tu aimais ce que je pouvais faire pour toi. C'est très différent. Je suis retourné à mon bureau et j'ai repris le travail. Vers midi, mon avocate m'a appelé. Bonne nouvelle, dit Patricia, le divorce est finalisé. Elle n'a contesté aucun point, elle ne s'est même pas présentée au tribunal, elle n'a même pas engagé d'avocat. Tu gardes tout, maison, voiture, investissement, compte retraite. Elle n'a rien. Et sa demande de pension temporaire? Rejetée. Le juge a examiné les preuves de l'adultère et a dit qu'elle avait de la chance que tu ne la poursuives pas pour remboursement des fonds utilisés pour financer sa liaison. Ce soir-là, Tom m'a appelé. Mec, il y a une vidéo de toi dans ce hall qui devient virale sur TikTok. Quelqu'un a tout filmé. Les commentaires sont brutaux. J'ai vérifié les réseaux sociaux.
Quelqu'un avait filmé Mélissa en train de me supplier pour de l'argent et avait posté la vidéo avec la légende « Quand tu veux viser plus haut et que tu finis sans abri ». Elle avait 2 millions de vues et des milliers de commentaires se moquaient d'elle pour avoir trompé un homme à succès avec quelqu'un qui s'est révélé être fauché. Son compte Instagram et Facebook étaient inondés de messages de gens la traitant de croqueuse de diamants et d'infidèle. Elle a supprimé la plupart de ses réseaux sociaux en quelques heures. 6 mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que Mélissa travaillait dans un centre d'appel dans un autre état, qu'elle vivait avec 3 colocataires dans un appartement miteux et qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts. John, quant à lui, avait déclaré faillite et vendait des assurances à Chicago, tout en continuant de payer une pension alimentaire à son ex-femme.